Tikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Mbetoko Maka Légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital à Chichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. On n'a pas tort d'avoir aimé le faux en croyant qu'il était vrai, mais on a tort de continuer à aimer le faux en croyant qu'il deviendra vrai un jour. Nous sommes donc heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore en ce jour pour décortiquer l'actu de 24 dernières heures. Bienvenue sur Politicon, la force du détail. L'actu est abondante. On prendra tout le temps pour éplucher les points essentiels. On parlera du cas de prisonniers emblématiques à la prison centrale de Makala. On fera certainement allusion à l'honorable Mike Mokebai, Jacques Ndala, Seth Kikouni, et j'en passe, et des meilleurs, dont le sort semble être scellé par les hommes du pouvoir. La situation sécuritaire dans l'Est, oui, on va analyser, comprendre le déroulement du récent conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. La médiation 5O SCC continue son bonhomme de chemin récemment. Ils ont été à Nairobi pour rencontrer le président kenyan William Ruto. Aussi une délégation du gouvernement congolais représentée par l'ancien gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, le ministre des ITPR, Alexis Guissaro. On en parle avec les invités qui sont sur ce plateau avec nous. La guerre à l'Est, qu'est-ce qui rassure ou qui rassure après 3 semaines d'entrée du M23 dans la ville de Goma, et même celle de Bukavu. Allez, pour en parler, on a l'immense plaisir de mettre la main sur Phocas Kukelemena. Bienvenue, comment allez-vous? Merci pour l'invitation. Je suis heureux d'être là avec vous pour que nous puissions parler république. Nous sommes vivants, c'est ça l'essentiel. Nous respirons encore parce qu'il nous est difficile de dire que nous sommes bien portants. Mm-hmm. Politologue ou politiste? Il y a une nuance. Je suis politologue de formation. Et j'aime bien quand on me dit que je suis le politologue de la République. Et de quoi s'occupe un politologue? Est-il différent du politicien? Déjà, les politiciens, c'est péjoratif. Et il faudrait que l'on puisse comprendre que quand on parle de politologue, c'est-à-dire que c'est une personne universitaire qui a étudié, qui a été formée pour la gestion de la cité. Parce que pour gérer une cité,
il faut avoir du savoir. Il faut être informé. Il faut être préparé. Et de ces faits, à l'université, comme vous savez, on forme des chercheurs, on forme des enseignants. Et ceux qui sont des détenteurs de connaissances peuvent aussi mûrir des ambitions d'aller dans les champs politiques. Mhm. Alors, quand vous y allez dans les champs politiques, étant que politologue, là, vous êtes un homme averti et vous êtes un homme d'État. Vous partez pour résoudre les problèmes avec les notions que vous aviez appris à l'université comme science, comme connaissance. Mais il ne faut pas oublier aussi que gérer, c'est aussi un art Mhm. qui peut être le fait d'une initiation pratique. Ok. Voilà. La politique elle-même, la façon dont elle s'exerce ici chez nous, cet état des choses est en grande partie justifié par quoi? Non, le problème, c'est que nous sommes dans une dimension où le monde actuel est considéré un monde moderne. Et dans le monde moderne, tellement que les enjeux sont multiples et complexes, c'est pourquoi l'on exige que pour avoir des ambitions pour gérer la République, il faut se former. Parce que les ambitions sans compétence deviennent un grand crime pour soi-même d'abord, Mhm. et puis pour la cité que tu veux gérer. C'est pourquoi il est de bonne loi de pouvoir, même si nous pouvons regarder la culture, c'est pour faire danser, c'est pour la jouissance, c'est pour la distraction, mais on ne vous donne pas les micros quand vous ne savez pas bien chanter. Parce qu'à partir de votre mélodie, vous pouvez donner la joie. Mais quand vous chantez mal et que ça ne donne pas à l'oreille les sons agréables, ça devient dégueulasse, même pour ceux qui sont venus pour la fête. Donc, D'où de la il même faut, manière, il de faut la même redéfinir les choses, si je vous comprends bien, Voilà. et replacer la science au centre de tout. Effectivement, parce que déjà, la gestion de la cité est sectorielle. Et chaque secteur est presque une discipline. Quand on vous parle du ministère de l'Agriculture, mais il y a toute une science autour de l'agriculture. L'agriculture, c'est une science. Quand on vous dit euh, pétentique, c'est toute une science. Vous n'allez pas aller prendre quelqu'un qui ne maîtrise pas les b.a.-ba de ce que l'on appelle pétentique, vous les nommez là-bas. Et vous vous dites, non, parce qu'il est politique, nous allons lui accompagner des conseillers. Mais comment quelqu'un peut être conseiller utile si lui-même n'a pas de notion du secteur? C'est ça le plus grand danger. Moi, j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas que l'on puisse faire autrement parce que déjà, au préalable, la cité a prévu que ceux qui nous gèrent doivent être obligatoirement le meilleur d'entre nous. Dans chaque secteur, alors, il faudrait que l'on puisse collectionner. Si vous prenez les sports tels que le football aujourd'hui, pourquoi ça prospère, pourquoi ça devient un grand business au monde, pourquoi ça devient trop intéressant au monde? Parce qu'ils n'ont pas d'autres critères si ce n'est que la méritocratie. Tu peux avoir un entraîneur, un grand entraîneur, il a un grand nom. Il a une très grande équipe à sa disposition, mais il ne prend pas ses cousins, il ne prend pas ses enfants pour les mettre pour jouer. Il va aller chercher même un étranger, mais à condition que l'étranger là puisse remplir les conditions de la compétition. Donc les politiques doivent s'inspirer du Voilà, modèle sportif sport, qui est en Par train exemple, de... même si vous prenez la musique, la même chose. La même chose. Quand vous allez chez Wera, Wera, il ne va pas te recruter parce que tu es Babandundu. Il va te demander, est-ce que tu sais chanter? Essaye un peu au micro et le public va apprécier. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de la magie, il n'y a pas de coterie, il n'y a pas de clientélisme, il n'y a pas de favoritisme, si ce n'est que la méritocratie. Merci. Permettez-moi aussi de présenter en face de vous Prince Kinana. Il est président national du mouvement national des divergents, un parti politique qui a à peine quelques mois. Comment allez-vous? Tout d'abord, je rappelle que vous étiez proche de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Je reste d'ailleurs parce que c'était un parrain et un mentor politique pour moi. Je vais saluer mon aîné, Monsieur Foucault, politologue comme moi. Nous sommes des nationalistes
divergents parce que nous pensons qu'il faut changer cette façon de faire les choses au Congo. Mais j'ai aimé son approche par rapport à votre question, juste pour nuancer d'une manière basique, aider ceux qui nous suivent, parce qu'il y a les étudiants qui vont nous suivre aussi. Un politicien, c'est celui qui exerce une action politique. Je rappelle que vous avez fait aussi les sciences politiques. Oui, j'ai fait aussi les sciences po. D'ailleurs, je suis chercheur en théorie et doctrine politique. La politique en tant qu'art peut se faire par tout le monde, mais il faut se faire accompagner. Donc, la politique, c'est un art, en même temps une science. En tant qu'art, c'est un talent inné. Vous Oui, allez voir qu'au Congo, nous avons, je peux dire que cette maladie, vous pouvez voir un coordonné très mis un ministre de l'Intérieur, qui soit sécurocrate ou pas. On peut prendre quelqu'un qui a fait l'ISTA, il devient ministre des Finances. Parce qu'on s'accroche à la politique comme art qui est un talent inné. Mais elle est aussi une technique, parce qu'elle poursuit une finalité donnée, mais aussi une philosophie. J'appuie tout ce qu'il a dit. On doit toujours chercher une élite. C'est comme ça que Mobutu, lorsqu'il a failli redéfinir la politique zaïroise, il a puisé dans les universités, il a même créé l'Institut Makandarabo, si je ne m'abuse à l'époque, qui devait recycler les élites. Okay. Vous pouvez avoir quelqu'un qui n'a pas fait les sciences po, qui n'a pas fait des sciences similaires aux sciences politiques, soit les droits, les relations internationales. Il est peut-être quelqu'un qui a fait la technique, parce qu'on a besoin des ingénieurs aussi pour gérer la cité. Mais il faut maintenant lui montrer les ABC de la gestion de l'administration publique de l'État. C'est chose grave, c'est ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Mais aussi, c'est parce que l'éducation, le système éducatif est au rabais dans notre pays. Il ne faut pas seulement voir les universités, même les humanités aussi. Voir même à l'école primaire, il faut voir ce qui nous donne comme résultat à la fin de chaque examen d'État, qui doit être un couronnement d'une épreuve sommative, d'une évaluation de ce qu'a pu être le cursus ou le parcours de cet enfant. Le problème, c'est à vos politiques. Vous n'avez pas pu redéfinir ce secteur, colmater les brèches, lui donner de nouvelles orientations. Non, le Congo a failli. Dans un objectif d'abrutir la population pour qu'elle ne revendique pas ses droits. Et en même temps, pendant ces temps, vous faites votre carrière en dominant peut-être sur un groupe d'individus. Oui, mais nous ne pouvons pas nous dédouaner parce que le système politique qui est composé de l'organisation sociale, la structure économique, mais aussi le régime politique, est censé dicter le lendemain de la cité. Mais lorsque ces systèmes se reposent sur des cacocrates, permettez ces termes, parce que ça veut dire que des gens qui vous tombent comme des cheveux dans la soupe, comme on les appelait à l'époque de la Grèce antique. Les parachutistes. Les parachutistes, les homonous. Parce que hommes nouveaux. Les hommes nouveaux qui n'ont pas un parcours, on ne sait pas les retracer. Parce qu'au moins, dans chaque cité, lorsqu'on veut confier une gestion de la chose publique à un homme, par exemple à Focas Kokele, maintenant on doit retracer. Il est qui? Il vient d'où? Il a fait quoi? C'est comme ça que vous allez voir que même dans des démocraties un peu évoluées. Et lui assigner des objectifs à atteindre à court, à moyen terme et à long terme. Vous ne verrez jamais en France, en France ou aux États-Unis, quelqu'un devenir député. Il n'a rien fait dans sa vie, on ne sait pas retracer son parcours. C'est seulement ici au Congo, où peut-être on a son argent, et puis on devient député, on devient ministre, on vous donne des fonctions, même régaliennes, des fonctions sécurocrates et autres, sans s'attendre des résultats qui vont quand même nous permettre d'évoluer. Mais ça va changer, il ne faut pas toujours être trop pessimiste. Ça changera seulement lorsque nous dénonçons, lorsque nous proposons, lorsque nous sommes en train d'éveiller ceux qui nous suivent aussi. C'est comme ça que je plaide ici pour un débat républicain démocratique. Heureusement que nous sommes deux politologues. Il y a l'aîné. En face, c'est plus les jeunes. C'est-à-dire cette vigueur comparée à l'expérience. Parce que lui, il a l'expérience par rapport à l'histoire politique qu'il a vécue. Et moi, je l'ai peut-être lu. Et nous devons quand même fusionner ces énergies pour aider ces grands Congo qui est en train de vouloir sombrer. Merci beaucoup. Nous avons bon espoir que vous passerez un bon temps de télé en compagnie de votre programme. Allez. Apprend-on d'une source au pavillon 8 que la nommée Denise Dissochoa aurait été libérée depuis quelques jours déjà. La victime reste cloîtrée entre les quatre murs
du couloir de la mort à Makala. Et pendant ce temps, le bourreau est libre de tout mouvement et une libération assortie d'un protocole d'accord dont elle ne doit pas violer les contenus. Focas Kokelemena, qu'est-ce que justifie cette attitude liberticide? Quelqu'un qu'on considère comme victime, être détenu à la prison centrale de Makala, et pendant ce temps, son bourreau, qui devait purger de la peine lui infligée par le parquet de paix de Ngaliema, serait en circulation. Depuis le début de cette affaire, comment vous la jugez? Merci beaucoup. J'aimerais revenir d'abord dans ce que nous avions dit pour ne pas laisser le malentendu. Je n'ai pas dit, ni lui n'a pas dit que pour faire la politique, il faut être nécessairement politologue. Pas du tout. Pas du tout. Mais nous disons que la politique est l'art de gérer la cité. Et la cité est l'agglomération des secteurs vitaux. Alors, de ces faits, on doit être initié. Voilà, initié, on doit à la être pratique. formé. Vous êtes économiste, sachez-le que la cité a besoin des économistes. Alors, on ne devient pas économiste par la magie. Il faut se faire former pour que vous puissiez devenir le meilleur d'entre nous et que vous ayez votre portion de la participation pour l'édifice qui est appelé la nation. Je passe pour dire, par rapport à votre question, c'est pourquoi nous disons ici, vous pouvez faire les droits, c'est bon. Mais quand vous venez dans l'action étatique, vous devez avoir des principes parce que la société est gérée par des normes, des règles, des principes. Il y a toute une doctrine pour gérer la cité. Quand on vous dit que la justice lève la nation, ça reste un principe sacro-saint. C'est-à-dire que cela a déjà été expérimenté. Parce que ça a déjà été expérimenté et ça a donné les résultats, et on retient ça comme théorie, comme principe, comme la norme. Quand vous allez en antipode de cette norme qui a déjà été expérimentée pour que la science puisse retenir ça comme la règle, vous allez en antipode de la gestion de la République. Donc les théories ne sont pas théories parce qu'on les aime, mais parce qu'on les a expérimentées par le passé. Effectivement, les théories, c'est une approche pratique, expérimentale, pour permettre que la gestion ne puisse plus subir ce que l'on appelle les tâtonnements ou les essais-erreurs. Parce que ceux qui ont bénéficié de cette considération des doutes sur la pratique des CRR et n'avaient rien trouvé comme principe établi. Ils devaient commencer à essayer, à bricoler, jusqu'à ce que les scientifiques, en faisant des recherches, ils ont trouvé la meilleure façon, ils ont trouvé la solution à ces problèmes-là. Et on dit, comme les États sont presque le même, c'est vrai que ce sont des sociétés humaines, alors dès que vous trouvez tel problème dans telle société, vrai que nous devons souligner que à chaque société, il y a une culture, à chaque société, il y a un peuple, à chaque société, il y a une géographie, mais les principes restent universels. Vous appliquez, vous avez les résultats que les Américains ont eus si vous êtes vraiment de ceux qui savent contextualiser les principes par rapport à la réalité. C'est comme ça, en suivant l'ancien Premier ministre Matata Pogno sur France 24, il dit qu'il, pour stabiliser le taux de change pendant 7 ans, il a dû s'appliquer aux théories. Les théories développées par des grands savants, des grands noms, en Europe, simple. comme partout ailleurs. Effectivement, nous sommes avantagés, nous qui avons trouvé déjà des notions préétablies. Parce que
la moindre effort que nous avons, parce que nous n'avons pas aussi croisé les bras, nous cherchons aussi, nous créons aussi, nous sommes vraiment dans la recherche de nouvelles connaissances, mais il y a des connaissances déjà disponibles que nous pouvons appliquer. Par exemple, quand on vous dit que la justice élève une nation, mais imagine un seul instant. Si on considérait que tout le monde était égal dans une société par rapport à la loi établie. Donc déjà le juge, au devant de lui, il ne va pas faire par rapport à ses propres hymen. Il va puiser dans la notion de ce que lui a appris à l'université. On lui a dit que tout le monde sont les Tout le monde est égal. devant la loi. Il n'a pas le temps de mettre des émotions pour dire que celui-ci, c'est ma tribu, celui-ci, il est mon ami, mon cousin. Non. Alors, venons-en. Il s'abandonne de ce qui est subsidiaire pour s'accrocher à ce qui est rationnel, efficace, pour résoudre les problèmes d'une manière durable. Parce que la manière de faire ces genres de justice, entre guillemets, vous trouvez ici à Gombe un grand palais, on vous dit que c'est le palais de la justice. Et quelqu'un m'a fait rire, mais qu'il est entré dedans, il a cherché la justice, il n'a pas vu la justice. Alors, je vous pose la question, revenons sur le sujet. Vous connaissez sans nul doute l'affaire qui oppose, ou qui a opposé Denis Dussochoa à Jean-Guy Ndala. Nous sommes de cœur, certainement, avec lui. Dans cette affaire, qui est la victime, qui est le bourreau? Je crois que, franchement parlant, c'est pourquoi j'ai toujours dit que la République a des normes, c'est-à-dire que la compétence est d'attribution. Mais vous êtes un peu philosophique, hein? Essayez Oui, d'être explicite en fait, c'est ça. pour Quand permettre on est scientifique, on doit être juste. Et dans ma justice scientifique, je ne suis pas titré de pouvoir savoir condamner qui a raison, qui a tort. Parce Mais en analysant de fond en comble les dossiers, vous pouvez arriver à une conclusion selon laquelle tel a tort, tel autre a raison. Mais ça ne sera pas une condamnation. Le problème, c'est qu'il y en a des faits qui sont établis pour cela. Parce que dans la République, les compétences sont d'attribution. Et ce n'est pas moi qui dois violer. Si je commence déjà moi-même à violer la règle, c'est que je ne suis pas dans la notion de la République. Je dois commencer moi-même à dire au juge que c'est toi qui as les prérogatives de nous dire qui a tort et qui a raison. Et nous n'allons pas juger. Nous allons juste dire ce que le juge a dit. Mais il faudrait que ça soit un bon juge. Pourquoi nous entrons dans les débats? Nous entrons dans les débats quand nous trouvons qu'il y a une contradiction entre la réalité et le jugement. On vous dit par exemple que Chéribin Okende s'est suicidé. Mais il est vrai, c'est le juge qui a parlé. Mais on regarde, on dit, les rapports a démontré qu'il y avait des balles sur son corps. Et on se pose quand même la question. Là, on ne juge pas. Mais là, vous essayez d'apprécier les faits. On est en train d'analyser les faits, mais qui n'est pas un jugement. C'est pourquoi nous nous disons que si les juges pouvaient nous aider à comprendre que dans la République, l'attribution qu'il a, c'est pour amener la paix dans la société, on ira de l'avant. Merci. Et aujourd'hui, si vous regardez le Congo, là où nous sommes, si nous n'évoluons pas, tout simplement parce que nous n'avons pas mis encore la justice à sa place. Et je profite de l'occasion pour saluer le président Jean-Marc Abounda en prison, là où il est. Qu'est-ce qu'il attend pour ressortir de prison? Mais il a bénéficié de la grâce présidentielle du chef de l'État. C'est ce que nous disons ici. Le problème, c'est la justice et rien que la justice. Et puis, pour se rendre compte, moi, je crois que quand nous sommes libres et que nous circulons, parfois, nous ne nous rendons pas compte de ce que c'est la justice au Congo. Une fois devant les juges, les magistrats, dans les cours des tribunaux, une fois en prison, alors vous allez réaliser si vraiment la justice existe ou pas au Congo. Merci. Donc, je salue le président Jean-Marc et je sais que
il est en train d'envier ces moments où il pouvait avoir la latitude de contribuer d'une manière ou d'une autre par ses idées. Mais les débats ne vous échappent pas là où vous êtes. Et je sais que Dieu est avec vous. Un jour viendra, vous serez libre. Allez, merci beaucoup. Je l'ai visité une fois dans sa cellule à Makala. Il n'a jamais été malade. Il n'a jamais été malade. Il est resté debout. Et je pense qu'il va se relever de cette dure épreuve telle que je vous connais. Allez, merci beaucoup. Prince Kinana, l'affaire Denis du Sochoa et Jacques Ndala. Avant de parler du cas de prisonnier emblématique, parlons d'abord de cette affaire qui est intervenue vers fin 2024. Aujourd'hui, ça fait plusieurs mois et on apprend d'une source au pavillon 8, au 9, que la nommée Denis du Sochoa serait libérée, relaxée. Et pendant ces temps, Jacques Ndala, qui passait pour être la victime, reste dans les 4 murs de la prison. Qu'est-ce que cette affaire vous inspire ou que comprenez-vous de cette attitude que je peux qualifier de liberticide dans un état de droit? D'abord, il faudrait commencer par vérifier que la nommée est libre ou elle n'est plus retenue dans sa cellule. Mais pour être un peu plus explicite et permettre à chaque couche de ceux qui vont nous suivre de bien comprendre par rapport aux notions philosophiques et très scientifiques qu'a essayé un peu d'étaler ici M. Focas, l'état de droit épargne l'État ou la République de la frustration, de l'intolérance, de l'incivisme, de l'injustice que nous devons aussi combattre. Ce qui amène un peu une paix sociale. L'état de droit doit nous épargner de tout ça. De tous ces mots. Mais c'est la responsabilité de ceux qui dirigent de ne pas aussi plonger le pays dans cet état de choses. Dans les secteurs. Voilà. C'est la responsabilité des acteurs dans les secteurs. Parce que, pour essayer un peu de tailler ce que vous avez essayé de dire, au moins, lorsqu'on a parlé de la séparation du pouvoir, on voulait à ce que l'action politique n'intervienne pas nécessairement dans tous les secteurs. Parce que tel qu'en droit, lorsque le politique intervient, on vous dit lorsque la politique entre par la porte, les droits sortent par la fenêtre. Sortir par la fenêtre, c'est dit que maintenant c'est le mauvais droit qui est dit en lieu et place du bon droit. Okay. C'est là où vous allez voir que la victime se voit être inversée des rôles et que le bourreau, de par la force ou de par l'incidence politique, de par les influences des agents extérieurs, se réjouit de ce que peut être le manque des sanctions. Vous, en analysant ces dossiers, est-ce que Jacques Ndala méritait bien être là où il est aujourd'hui? Bon, à celui qui a toujours allégué des faits, il est toujours dit en droit, il doit apporter les preuves. Nous avions tous vu des vidéos qui ont scandalisé le monde. On a vu la dame se prévaloir d'avoir commandité la sodomisation de Jacques Ndala, selon ce qui a circulé sur la toile. Et puis Jacques avait dit qu'il reconnaissait d'avoir été violé. Mais devant le juge, est-ce que M. Jacques Ndala a-t-il été capable? Parce que même ses avocats ont dit avoir eu l'expertise médicale démontrant réellement que M. Jacques Ndala avait subi un coït. Est-ce qu'il appartenait à lui d'apporter des preuves à partir du moment où la victime est déjà passée aux aveux? Bon, il est passé aux aveux, mais il restait maintenant qu'il puisse prouver parce qu'il avait maintenant poursuivi la justice, les services. C'était l'ANR que M. Jackie devait poursuivre pour avoir subi des tortures et des traitements inhumains, dégradants même. Mais maintenant, lorsqu'il a été incapable de prouver qu'il a été réellement Mais comment violé, c'est là? Puisque le bourreau l'a accepté. La personne ayant commandité la dite sodomisation a accepté l'avoir fait. Bon, il ne suffisait Mais la pas, vidéo déjà plaidait contre elle-même. Il ne suffisait pas seulement que ce choix dise qu'il avait organisé ces sales coups, mais il a aussi indexé des services, et pas le monde des services de sécurité, entre autres l'ANR qui a été cité. Maintenant, il était important de prouver. Parce que c'est à base de preuves que dit les droits. Donne-moi les faits et je te donne les droits. C'est ce que les juristes disent. Comment prouver l'acte de sodomisation alors qu'il remonte de plus de 2 ans, 3 ans déjà? Jacques Ndala se reconnaissant être dans ses droits.
pourquoi a-t-il attendu que le temps s'écoule avant qu'il ne puisse venir demander que justice soit faite? Il ne s'en rendait pas compte du tout. Ah bon? Ce n'est qu'après avoir visualisé la vidéo de Denis Mukwege écoutez, frère, qu'il a compris mais avoir c'est été Gédéon, victime mais dans c'est le Gé- locaux de service. Mais c'est Gédéon, on vous appréhende, par exemple au niveau de la police, vous subissez des traitements inhumains. Vous êtes conscient que nous sommes dans un état Oui. de droit Mhm. où les choses sont organisées. Dès que vous sortez, vous portez plainte. Il a subi ces traitements dans Et quel des fois aussi, était-il en dans prison, quel il y a état? même des organisations de droits de l'homme qui y passent. Mais il était-il en quel Et il y état? a ses avocats aussi qui lui assistaient. Parce qu'il venait de sortir de la prison. Avait-il dit même à ses avocats qu'écoutez, regardez ce que moi j'ai subi. Il ne comprenait rien de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Non, on ne parle pas des choses spirituelles, on parle de ce que l'homme a subi, c'est le physique. Il était On dans vous a un sodomisé. état de conscience, je rappelle ici. On A vous a dit. sodomisé, ça vous brise pas seulement le mental, mais ça affecte même votre physique. Ça vous déshumanise. C'est-à-dire que vous devez en parler. Et la prison doit être un centre de rééducation et de réinsertion. C'est-à-dire qu'en prison, on doit y trouver aussi des psychologues qui doivent aussi remonter un peu le moral de ceux qui s'y trouvent. C'est-à-dire que Jackie devait quand même se confier, ne fût qu'à son père spirituel. Il priait aussi. C'est-à-dire qu'il pouvait quand même en parler à quelqu'un. Et dès qu'il était sorti ou Vous relaxé, refusez de comprendre il ici. devait, Je rappelle qu'il était victime de tout ça dans un état d'inconscience. Il dans un état comprenait de rien. conscience. Il ne comprenait rien de tout ce qui s'est passé. Ce n'est qu'après avoir vu la vidéo qu'il s'en est... Même s'il était drogué, Hmm. dites-nous quelqu'un qui n'a jamais subi le coït par la voie anale et qu'on le lui fait d'une manière à lui prouver, à lui dégrader, à le déshumaniser. Mais ses avocats ont dit qu'il saignait. C'est-à-dire qu'après cet acte, les traces ne vont pas disparaître par une baguette magique. C'est-à-dire lorsque vous vous rendez compte que, regardez, on m'avait abusé, vous alertez vos avocats, vous alertez votre famille, vous alertez un proche. Alors aujourd'hui, vous comprenez pourquoi les deux ont-ils été arrêtés? Les deux ont-ils été arrêtés parce que l'autre avait propagé des faux bruits et il a même jeté l'opprobre sur toute la nation, une nation qui se réclame respecter les droits de l'homme. Aujourd'hui, nous faisons partie du Conseil des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est aussi les droits de la vie, les respects de l'autre. Mais cette dame a indexé des services. Il a été incapable aussi de prouver qu'il a été utilisé par les services pour nuire à la personne de Jackie Ndala. Il devait être arrêté, ce qui est vrai, c'est les bons droits. Mais c'est Jackie qui est allé porter plainte contre les services, qui a aussi fait des émissions disant qu'il a été sodomisé, voulant faire chanter des services de sécurité de son État, était aussi dans l'incapacité de prouver que cela était vrai. Il devait aussi être quand même réprimandé. Sans la sanction, il y a l'incivisme qui élit domicile dans la société. Nous avons des droits, mais nous avons aussi des devoirs. Aujourd'hui, après ce qu'on apprend, est-ce que ce n'est pas une justice de deux poids, deux Mais mesures? si réellement cette dame a été relâchée, cela reste à condamner. En tout cas, c'est vous. Là, on se moque de qui? Parce que le chef de l'État a fait de l'État des droits son lait. Et c'est par ça qu'il doit être aussi jugé. Est-ce qu'il y a réellement l'État des droits au Congo depuis ce qu'il est venu? Si au moins ceux qui se disent être des régimes peuvent se permettre de tout faire et puis le lendemain se retrouver dans la rue. Est-ce que l'État de droit existe? Vous le voyez? Sous quel regard? Moi, je me dis qu'il y a eu des réformes qui ont été posées ou engagées dans ce sens pour faire naître quand même cet état de droit. Auparavant, on pouvait pas L'état se de permettre. droit sans une justice, avec ou avec une justice malade? Non, la justice Vous existe. continuez à appeler ça état de droit? Ceux qui ont voulu faire du populisme, voulant avoir de l'adhésion massive de la population, ceux qui cherchaient à avoir un leadership social, faisant de la justice leur bouc émissaire, disant que cette justice était malade. C'est le chef de l'État qui l'a dit. Hein? Le chef Au l'a cas dit où vous auriez en oublié, posant un diagnostic. c'est le chef de l'État qui l'a Le dit. chef l'a dit en posant un diagnostic. Mais il y a de ceux-là qui ont voulu en faire un fonds de commerce, ce qui a réussi d'ailleurs. Ils nous ont amené des états généraux, qui devaient être un cadre technique, qui devait réunir que de juristes. Mais nous avions vu même des comédiens participer à ça. C'est transformé en une tribune populiste, en une tribune de règlement de différends et de comptes. Mais où est-ce que nous en sommes avec toutes les résolutions de ces états généraux qui ont dilapidé l'argent de l'État?
Cela s'est transformé en un bindo ministériel. Parce que ça a profité à des hommes, et ça a profité à l'État. Mais il y a aussi des réformes qui sont engagées dans ce secteur. Il faudrait aussi louer, par exemple, par le Conseil supérieur de la magistrature qui est dirigé par M. Dieudonné Kamoleta, comme le recrutement de nouveaux magistrats. Parce qu'on s'est plaigné même qu'il y a même dans des localités... Ça, c'est pas une réforme. Non, c'est une réforme. Vous appelez les gens, vous Mais recrutez les gens, les nouveaux magistrats. Par Et vous appelez ça réforme? Comment vous définissez le concept de réforme? Non, la réforme, par définition, c'est un changement qu'on apporte dans un domaine. Et quel est le changement qu'on apporte dans ce secteur, précisément? Mais lorsqu'on recrute de nouveaux magistrats... C'est un changement. C'est un changement. Parce qu'il y avait des magistrats qui manquaient. Mais on ajoute d'autres magistrats. C'est un changement aussi. Bon? Là où l'État n'était pas représenté par un magistrat, il y aura un magistrat qui va y être. Lorsque on s'est plaigné des magistrats véreux qui pouvaient être dans des combines prenant des parcelles à des paisibles citoyens, et que ces magistrats étaient poursuivis, arrêtés, même incarcérés, grâce à l'implication du président du Conseil supérieur de la magistrature. On doit quand même saluer cela. Mais cette justice a été rendue malade par qui? Ce n'est pas le pouvoir exécutif. Donc le président fait partie. Le président fait partie de l'exécutif. Allez, M. Phocas Koukelemena, vous avez la parole. Vous répliquez à ce que j'ai bien suivi, a dit. Mais aussi, nous savons tous que le pays est agressé, est attaqué par les ennemis de la paix. Il y a eu la grâce présidentielle du chef de l'État qui peine à être appliquée à certains individus, bien entendu. Pourquoi ne pas libérer, question de crisper le climat politique? Tous ces prisonniers arrêtés sous le régime de Tshisekedi, par exemple Jacques Ndala, Moukebaï, ce seraient des bons soldats sur le front peut-être médiatique. Merci beaucoup. Souffrir que je puisse rester ce que j'ai toujours été, parce qu'il m'est difficile de pouvoir émettre les émotions quand je suis sur le plateau pour la rationalité. J'ai suivi votre causerie, si je peux appeler ça comme ça, avec mon co-débatteur, et c'est par là que j'ai compris que nécessairement, dans la République, c'est lui qui a dit que la compétence et d'attribution a raison, et que chacun dans son domaine, ayant l'expertise nécessaire pour résoudre les problèmes de la cité, serait une bénédiction pour la nation. Tu vois, dans les débats que tu l'as placés, n'étant pas juriste, il peut faire des démonstrations d'analyse. Mais n'ayant pas les éléments qui doivent l'amener à l'administration de la justice. Parce qu'il y a une différence entre la justice comme pouvoir et il y a une différence entre l'administration de la justice qui dépend de l'acteur. Comprenez? Et c'est de ces faits-là que nous disons que parce que tout passe par l'homme, cet homme-là, il doit être le meilleur. Parce qu'il devient la solution au problème de la société. On a jugé, mais le débat continue comme s'il n'y avait pas un jugement. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans ces dossiers qui ne réunit pas les conditions de la véracité de fait. Parce qu'une vérité reste une vérité, mais l'administration de la justice ne s'accroche pas que seulement à la vérité. Mais les décisions de justice ne font pas aussi l'unanimité. C'est ce que j'ai dit. Si au moins la mesure de la justice pouvait réunir les éléments de la véracité des faits, là, même si vous êtes mécontent de la décision de la justice, mais l'administration de la justice sera justifiée. Parce que cela ne dépend pas des humeurs, mais ça va dépendre de la règle, des principes établis pour produire les faits qui va résoudre et non créer l'animosité dans les têtes des gens. Il a parlé qu'il a eu des réformes dans le secteur de la justice. Qu'est-ce que vous en pensez? Les réformes, je ne les dirais pas dans son approche pour dire que quand on fait les recrutements, on appelle ça réforme. Non, c'est les réformes, c'est-à-dire qu'il y a la structure qui existe, et il y a la société qui existe, et on trouve que les dispositions légales existantes ne permettent pas ou n'atteignent pas les objectifs prévus, et qu'une intelligence nouvelle arrive pour qu'on amène encore de l'eau au moulin, afin de pouvoir changer les choses. C'est ce qu'on appelle
réformes, amener de nouvelles idées pour résoudre les problèmes de la société. Mais quand on appelle à augmenter le nombre, l'effectif, ça, ce n'est pas une question de la réforme. C'est une question administrative normale qui doit se faire quand il y a besoin dans un secteur pour que le travail soit administré. Ce n'est pas une réforme, mais la réforme consiste à donner de nouvelles idées pour résoudre les problèmes qui n'ont pas été prévus dans les systèmes déjà établis. Et en cette période, la question, est-ce qu'il ne faudrait-il pas libérer les opposants ou les prisonniers, entre guillemets, considérés prisonniers politiques? Je vais vous dire aussi une chose, messieurs les journalistes. La grâce présidentielle est accordée pour que les prisonniers puissent en bénéficier. Mais je vous dis qu'un prisonnier est libre de pouvoir refuser une grâce. Ce qui n'est pas le cas pour non, les quelques personnalités contactées. C'est pourquoi il n'est pas aisé pour moi, n'ayant pas parlé avec les détenus et ne connaissant la réalité de cette démarche, il me serait difficile par rapport à moi de pouvoir suppiter. Non, on a pris langue avec eux. Il y a même Jean-Marc Abound qui avait libéré tous ses effets. Tous ces effets sont pour la maison ou pour sa résidence à Kingabwa, en attendant d'être libéré le lendemain. Chose qui n'est pas encore effective jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qu'il y a une procédure dilatoire pour le maintenir encore à Makala? C'est pourquoi pour moi, je n'aime pas suppiter. Les mal, c'est ça avec moi. Si c'est les biens ou les mal, je ne sais pas, mais je n'aime pas suppiter. Quand je ne maîtrise pas un dossier, je n'ai pas d'avis. Mais je sais que si grâce présidentielle il y a et que le ministre de la Justice devait nécessairement s'y mettre au travail pour que l'on puisse répondre à une demande des prisonniers qui veulent bien se retrouver, mais où est le problème? Et pourquoi on tarderait? Parce que je crois que c'est au mois de décembre que le président de la République s'est ouvert pour produire l'acte en question pour libérer les prisonniers. Mais de décembre jusqu'au février, 2 mois presque, ça devient presque une lettre morte, ça n'a pas de sens. Alors, je repose la même question à Prince Kinana. Le pays est agressé. Faut-il libérer les prisonniers considérés entre guillemets prisonniers politiques du régime ou le maintenir à Makala? Par rapport à ça, c'est des droits. C'est l'article 87 de la Constitution qui les prévoit. Le président de la République a le pouvoir d'exercer le droit de grâce pour remettre, communer ou réduire les peines. Mais maintenant, il y a aussi des conditionnalités d'application de cette grâce. Il faudrait d'abord que le ministre de la Justice puisse identifier. Parce qu'il y a aussi des critères de sélectivité par rapport à qui peut le bénéficier ou pas. Il y a une cellule qui est créée, mais je crois aussi qu'il doit y avoir un temps requis pour que cela... Parce que ça ne peut pas être revu comme si c'était longanime. Déjà, ça fait plus de 2 mois. 2 mois, c'est assez. Il y a un délai prévu. C'est assez pour que la commission s'y mette. Si on s'habille, c'est quoi, dans des 45 jours, peut-être, ou c'est pas plus de 3 mois. Mais maintenant aussi, il y a des conditions administratives qui sont requises pour que les prisonniers puissent bénéficier de cette grâce présidentielle. Je pense qu'ils sont dans ça. On a vu déjà Jean-Marc Abound. Est-ce qu'elles ne sont pas trop élastiques? Mais dans notre pays, on a toujours voulu rendre les choses élastiques. On veut en faire du populisme, on veut les médiatiser, on veut politiser même des choses qu'on ne peut pas politiser. C'est ça la RDC. Mais si je dois revenir, c'est quelque chose que vous avez dit ici, que les décisions de la justice ne peuvent jamais faire objet d'unanimité. Oui, c'est vrai. Mais les décisions de la justice doivent quand même établir l'équité. C'est comme ça qu'on doit dire que cet État est un État de droit. C'est là où on verra que la justice s'applique au Congo. C'est lorsque le droit est dit et que le parti prenant se reconnaisse dans ce qui est dit. Mais des fois, comme les décisions de la justice ne font pas unanimité, c'est là qu'on a prévu qu'il y ait des degrés de recours. Pour permettre à ce que lorsque, au premier degré, l'un s'était senti lésé ou le droit n'a pas été dit... où le bon droit n'a pas été dit, on permet à l'autre de pouvoir faire recours. Mais c'est un souhait pour nous tous
que pendant que la nation est agressée, qu'on puisse voir quand même, parce qu'on en appelle à la cohésion nationale, ce qui signifie le vivre ensemble, qu'on permette à ce que les tensions et les frustrations puissent quand même se dégrader au sein de la société et que ceux qui se disent être prisonniers politiques se retrouvent aussi dans leur parti politique pour se battre aux côtés de ceux qui sont dehors pour permettre à ce que le Congo puisse éviter les pires. Merci beaucoup. Nous allons parler de la situation sécuritaire avec tout le front des guerres ouvertes par la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité de l'ONU. La ministre des Affaires étrangères, Mme Thérèse Kayikwamba, a fait une déclaration on ne peut plus glaciale. Avant d'aller dans les analyses et prendre l'avis de mes deux invités, je vous propose de suivre cette vidéo. Nous saluons la récente décision du Conseil des droits de l'homme de l'ONU d'ouvrir une enquête sur les exactions dans l'Est de la RDC, ainsi que l'appel de la CPI à recueillir des éléments de preuve sur ces crimes pour traduire les responsables en justice. Nous appuyons également la résolution du Parlement européen demandant la suspension de l'accord sur les matières premières entre l'Union européenne et le Rwanda, signé en février 2024, alors que Kigali armait le M23. Mais ce Conseil, toujours inactif, est le seul capable d'empêcher de nouveaux massacres et l'expansion de l'occupation. Il lui revient d'adopter des mesures robustes qui non seulement arrêtent les violences perpétrées par les troupes rwandaises et leurs supplétifs du M23, mais aussi mettent un coup d'arrêt au soutien d'un État membre de l'ONU à un groupe terroriste cherchant à renverser un gouvernement légitime et démocratiquement élu. Ce conflit ne se limite pas aux violences militaires, au pillage de nos ressources ou au dépeuplement de nos territoires. C'est un projet politique porté par le Rwanda à travers le M23 et l'AFC visant à renverser notre régime par la force. Mais la République démocratique du Congo a fait le choix de la démocratie. Une démocratie en construction, certes, mais la nôtre. Nous avons choisi la liberté sous un régime civil et non la soumission aux armes. Nul ne peut nous arracher ce choix, surtout pas un régime qui, depuis 3 décennies, s'efface derrière un homme qui confond l'État avec son pouvoir personnel. Ce contraste est saisissant. D'un côté, un peuple qui bâtit son avenir sur la volonté populaire, de l'autre, un régime qui ne survit que par la force, l'intimidation et la répression. Aujourd'hui, ce modèle de gouvernance par la peur tente de s'imposer chez nous. Ce n'est pas seulement une guerre pour un territoire, mais une guerre contre notre choix souverain d'un avenir différent. Le M23 et ses soutiens rwandais cherchent à imposer par les armes ce que les urnes ont rejeté. Mais le peuple congolais dit non. Un peuple dont l'âge moyen est de moins de 25 ans, un peuple marqué par la guerre et les promesses ajournées, mais qui refuse la loi des armes. Il veut choisir ses dirigeants dans les urnes et non sous la menace des canons. Il refuse d'être la génération sacrifiée d'une violence imposée de l'extérieur. Monsieur le Président, ce Conseil... Voilà, c'est la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, qui vend debout depuis l'agression rwandaise dont est victime injustement la République démocratique du Congo dans sa partie orientale du pays. Prince Kinana, vous prenez la parole en premier. Le Rwanda cherche à renverser un régime démocratiquement établi. Est-ce que cette façon de voir les choses ne met pas une nouvelle fois en difficulté le pouvoir de Kinshasa, une façon de laver le Rwanda et de donner chèque à blanc à l'opposition armée, comme le chef de l'État a tenté de si bien le dire. Donc, pour Kinshasa, l'objectif du M23, ce n'est pas la balkanisation ou le pillage des minéraux, mais plutôt le renversement du régime. Comme on dit trop souvent qu'il y a trop de communication tue la communication, Kinshasa commence à perdre la balle. Vous savez, même ces régimes qui instaurent un régime de pleurnichard, si on peut dire comme ça, comme c'est dit chez nous en Yaka. Ça n'a pas lieu d'être
C'est-à-dire, là où on a tué ta mère, tu y vas avec du fou sans condiment. J'espère assez qu'on te donne un peu un morceau de viande de ta maman. Mais Bismarck avait dit une chose. Parce qu'en fait, au lieu qu'on puisse continuer de déclaration en déclaration, nous devons lier la parole à l'acte. Toute diplomatie sans les armes est considérée comme une musique sans instrument. Parce que les relations internationales sont considérées comme une jungle où ce sont les forts qui doivent dominer sur les faibles. Cette communauté régulateur du droit international que nous appelons communément communauté internationale se trouve être partie au conflit de ce qui se passe dans l'Est. Parce que cette guerre rêvée de contours géopolitico-stratégico-mondial du fait de nos minéraux, parce qu'ils prennent les Rwandais comme un État proxy, un État parasite, parce que les Rwandais ne vivent que de nos minéraux. C'est comme un Ascaris. C'est un État proxy, un commissionnaire, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas s'approvisionner directement auprès de la RDC pour ne pas rendre l'économie de la RDC florissante. Ainsi, la RDC pourra se relever, c'est l'Afrique qui va se relever directement ensemble avec la RDC. Ils utilisent un État commissionnaire, un État proxy qui est le Rwanda, de nous faire la guerre par procuration. Alors ces discours ne changent pas la donne sur le terrain. Bon, ces discours rencontrent les paroles de Kigali. C'est une digression. Mais normalement, Kinshasa ne pouvait pas suivre Kigali sur ces chemins. C'est un mauvais chemin. Ça contourne même. Parce que c'est une guerre qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait 30 ans que ça dure. 30 ans de pillages de nos minéraux, 30 ans de massacres, 30 ans de et toutes les fois, quand ils prennent les armes, c'est pour le renversement des régimes. C'est du jour au lendemain où le Rwanda veut, d'abord de un, il faut le dire, il veut contrôler les Kivu. Il veut déporter le peuple. Lorsque Kigali tue et qu'il intronise des chefs coutumiers, c'est-à-dire il veut changer de système, il veut balkaniser le Congo. S'il s'avérait changer. Mais ce n'est plus ça le discours de Kinshasa. Non, Kinshasa. Pour Kinshasa, c'est le renversement, le pouvoir qui est sur une chaise éjectable. Il y a deux données ici. Il y a l'hégémonie expansionniste du Rwanda qu'il ne faut jamais mettre de côté. Mais il y a aussi ces frustrations, ces haineux congolais de basse classe qui peuvent être, qui passent aussi par Kigali. Parce qu'ils savent que démocratiquement, ils ne pourront jamais rencontrer les aspirations de ces mêmes peuples qui veulent venir soi-disant libérer, en commençant par les massacrer, les tuer, les violer. Mais ils passent par cet État qui doit non seulement se sentir stablement sécurisé pour permettre de mieux piller Kinshasa, qui pense avoir le contrôle sur Kinshasa, c'est-à-dire avoir un régime qui lui est favorable à sa mission, de pouvoir toujours continuer à piller, à contrôler le Congo, ils entrent dans ces mêmes jeux. Kinshasa aussi, pour se libérer de ça, avait dit qu'il devait libérer les Rwandais. C'est la réponse du brebis à la du berger à la bergère. À la bergère. C'est-à-dire que si Kigali veut renverser le régime de Kinshasa, ça ne va pas nous étonner parce que Kagame n'a jamais porté Tshisekedi. Il s'est même substitué au président de la CENI, lui qui n'a jamais gagné les élections chez lui, où il a toujours obtenu une majorité plus que même celui qui a... Comment ça? On a vu Kagame congolais annonce avec le régime. Non, écoutez, lorsque Tshisekedi arrive, il trouve un problème, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Il voulait résoudre ces problèmes de la plus belle manière. En croyant à la foi, à la sainteté de Kagame. Automatiquement, on pouvait quand même résoudre cette question, éviter d'ajouter des morts sur les millions de morts que Kagame a déjà tués. C'est comme ça qu'il, reconnaissant que Kigali ne peut pas se débarrasser du Congo, du fait qu'il dépend de nous, il va leur proposer qu'il y ait des partenariats gagnant-gagnant, surtout dans l'exploitation des noms. Est-ce que ce n'était pas une turpitude de la part de Kinshasa? Malheureusement, oui. Parce que Kinshasa s'est rappelé qu'en politique, il n'y a pas d'ennemis éternels, il n'y a pas aussi d'amis éternels, il y a toujours des intérêts permanents. Il pensait qu'en présentant ses intérêts à Kagame, il pouvait quand même se convertir et revoir ses ambitions un peu à la baisse, mais oubliant cette donne internationale, c'est ce que nous appelons les multinationales.
qui ont toujours envoyé Kagame. On a tous vu ici, c'était, je crois, le 14 février, où c'est tout le monde qui s'est réjouissait d'un simple tweet de Macron, qui s'était dit avoir donné de l'ordre à Kigali de pouvoir retirer Pas à ses troupes. Kigali, au Oh. M23. Non, C'est à la fin qu'il a chuté en disant que j'appelle à Kigali de mettre en application ou de quelque chose de comme ça, de mettre en application ces recommandations. mais qui est le On n'a parrain pas du parlé M23? nommément de Kigali. Ou quelle est l'autorité morale du M23? C'est Kigali. Non, l'autorité. Mais ce sont des troupes rwandaises qui mènent cette opération militaire ici au Congo. En même temps, c'est Kigali, en même temps, c'est Kabila. Non, bon, le président de la République étant la personne la mieux informée, moi je pense qu'il a parlé de Kabila en citant l'AFC de Nanga. Mais aujourd'hui, les M23. Parce que les gens pensent que aujourd'hui, les les chefs de M23 l'État... et l'AFC de Nanga font un. Mais oui, c'est une coalition, c'est comme les FCC et les Cash. Voilà. C'est-à-dire que... Alors, qui en est le véritable patron à ce jour? Non, il y a deux patrons. Quel était le véritable patron du FCC Cash? Les FCC avaient une personne morale comme autorité, Fiti Kabila, et les Cash avaient aussi une autre personne. Est-ce qu'en disant ça, ce n'est pas Tshisekedi. légitimer la rébellion ou l'agression? Non, on ne légitime rwandaise. pas l'agression, on l'explicite d'ailleurs. On explique aux gens, parce que les M23 étaient à Nairobi, avec Kinshasa, dans le processus de Nairobi, qui était en train de préconiser les décantonnements et les programmes PDRCS. Mhm. Mais c'est Kagame qui va dire à ces mêmes M23 et d'autres sociétés du M23 que les régimes ont relâché par naïveté, on ne sait pas, on a pu tromper les chefs parce qu'on a gracié des gens qui étaient détenus prisonniers ici à Kinshasa. Ce sont de mêmes gens qui prennent des localités. Et maintenant, Nanga est venu rejoindre la danse. Déjà M23 occupé Bunagana, Rumangabo et d'autres cités. Il avait même commis déjà des massacres à Kichiché à cause du pyrochlore et autres. C'est-à-dire que lorsque le président Félix Tshisekedi cite le président Kabila comme étant la personne derrière l'AFC, il ne dédouane en aucun cas Kagame, qui a toujours continué à massacrer les Congolais depuis peu de temps. Alors, quelle est la conséquence de ces déclarations qui restent d'ailleurs purement politiques? Moi, je me dis que en voyant comment est-ce que ces rebelles ou ces occupants, ces envahisseurs se comportent, ils arrivent, ils déciment la population, ils tuent la famille chéfale, ils intronisent un Rwandais, c'est-à-dire ils veulent s'accaparer des terres, ils préparent contrôler l'équipe. Je ne pense pas qu'ils Ma vont question, c'est qu'ils savoir vont s'aventurer la conséquence à arriver à de la communication du chef de l'État après avoir mis ou accusé gravement son prédécesseur de préparer une insurrection. La conséquence, c'est que les cartes Bon, sont cela vient rabattues. aussi instaurer un climat de méfiance en interne, créant une instabilité politique entre nous qui sommes appelés à nous coaliser maintenant. Là, parce que c'est la patrie qui est... Est-ce que la conséquence, c'est le c'est pays pas de qui perdre part. une bataille déjà diplomatique enclenchée par Kinshasa? Non, on ne perd. Est-ce que est-ce qu'il y a même des victoires déjà récoltées diplomatiquement? Parce qu'on s'attend à des sanctions. Est-ce que les sanctions ont empêché à Poutine de pouvoir annexer la Crimée? Allez, merci. On va Donc, on chuter. ne peut pas s'attendre à des... Nous devons passer à l'offensive militaire, récupérer des terres, parce que Kagame est déjà... Vous suivez des jeunes Rwandais qui ont Avec appelé quel la diaspora moyen? rwandaise de venir. Avec quel Il y a moyen? des prélats rwandais qui prêchent que les Massissi se retrouveraient maintenant au Rwanda. Et ils commencent même à tort l'histoire, ils veulent déplacer des frontières. C'est le pays qui est en train de partir. On ne peut pas s'attendre à ce que ces mêmes personnes qui ont toujours fait la guerre par procuration, que les mêmes personnes nous donnent des résolutions. Benjamin Netanyahu était sous sanction. Mais il va être couronné par l'administration Trump. Merci beaucoup. Regardez ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Merci. Est-ce que les sanctions empêchent à Poutine de continuer à marcher sur l'Ukraine? C'est de la naïveté à pouvoir toujours attendre qu'avec des sanctions, on va arrêter, que Kigali va arrêter à piller nos minéraux, il va arrêter à violer nos mamans, il va arrêter à tuer les Congolais. Nous devons quand même changer. Il a dit qu'il est prêt à prendre Passons les à armes l'action. pour faire face à n'importe quelle sanction. Allez, Focus Kukelemena. Que comprenez-vous de cette déclaration de la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwamba, au Conseil de sécurité de l'ONU? Est-ce que c'est une déclaration qui corrobore avec celle tenue il y a quelques semaines, ou une semaine presque, par le chef de l'État en accusant son prédécesseur d'être le véritable patron de l'Alliance Fleuve Congo qui dirige Corneille Nangaa? Pour que nous puissions aborder la question de la communication de la Madame
ministre des Affaires étrangères, moi, j'aurais bien voulu que nous puissions examiner d'abord les contextes. Pourquoi? Parce que quand nous parlons d'un État, surtout d'une agression, nous devons nous situer quand même dans quelle configuration sommes-nous. Parce que ici, les gens parlent de la politique comme si on était dans une église où il faut parler de la foi, de la miséricorde, de la compassion et des miracles. Vous prenez tous ces approches miraculeuses, miséricordieuses, d'amour, d'affection, toutes ces approches dans les relations internationales, malheureusement pour les États, ça ne répond à Aucun rien. besoin. Ça ne répond à aucun besoin. Mais ici, qu'est-ce que je constate? Les États se sont toujours battus. Et ils se battent aujourd'hui, ils se battront encore demain. Mais pourquoi les États se battent? Les États se battent pour 3 raisons. Les eaux, les terres et la richesse. Donc, la richesse, vous avez les animaux, les minéraux, l'agriculture, tout ce que vous avez comme richesse. Les États se battent pour ces 3 choses. Et je rappelle, c'est la Troisième Guerre mondiale, la cause sera essentiellement basée sur l'eau. Et puis, j'ai déjà cité l'eau. J'ai dit, c'est pas à cause de l'eau, la terre et la richesse. Mais les gens, je ne sais pas d'où ils tirent leurs réflexions. Vous voulez réfléchir sur les États, mais vous allez vous focaliser sur les analyses bibliques qui sont des doctrines qui n'ont rien à voir avec les réalités étatiques dans le monde. À un certain moment, l'Italie vivait cette situation que la RDC est en train de vivre. La Grèce a connu cette situation. Mais l'avantage pour l'Italie, à un moment donné de son parcours, le prince de l'Italie à l'époque a rencontré un homme qui s'appelle Machiavel. Parce que tout ce genre de questions que nous nous posons ici, les analyses que nous faisons, en Italie, on les faisait. Parce qu'il y avait et la menace extérieure et la menace interne. L'Italie était bousculée. Et c'est ça la réalité. Donc il y avait des gens Kabila là-bas, il y avait des gens Nanga là-bas, et il y avait aussi des voisins qui voulaient vraiment qu'on en finisse avec l'Italie. Et comment l'Italie a pu faire face à tout ça? Alors, qu'est-ce que l'Italie a bénéficié et a fait? Ils ont écouté un homme expérimenté, documenté, le meilleur dans les domaines de la structure de l'État. Il a dit exactement au prince ce que le prince devait faire s'il comptait que l'Italie soit un pays qui va demeurer dans la géographie du monde. Et le prince a écouté. Et le prince a appliqué. Aujourd'hui, c'est chose faite. L'Italie existe bel et bien. Voilà. Je vous dirais. Venons au sujet. Nous sommes dans les sujets tels que j'ai on n'a plus assez de minutes. Voilà. Je suis dans les sujets. De quoi il s'agit? Dans l'espace monde, les pays sont en compétition. Supportez-moi, franchement, je suis congolais. Ici, je ne fais pas faire ce que l'on appelle ici l'apologie du Rwanda. Mais nous présentons toute une science pour démontrer que nous devons puiser des connaissances là-bas pour réfléchir pour cet État. Les Rwandais, en bien ou en mal, existent à côté du Congo. Les Congos aussi existent à côté d'autres pays. Des pays frères. Alors,
la divinité, la providence a fait que les États soient créés d'une manière incomplète. C'est-à-dire que ce que ces États ont, il y en a de ces besoins qui doivent nécessairement dépendre des autres États à côté. Il n'y a aucun État au monde qui se suffit en lui-même. Et de ces faits, par le fait que nous sommes là, des voisins, nous sommes là dans l'espace, ce que je n'ai pas, c'est toi qui en as, et moi, ce que je n'ai pas, c'est l'autre qui en a. Et pour la complémentarité, nous devons coopérer. C'est la coopération, d'abord, c'est la meilleure démarche pour qu'il y ait la paix. Mais la coopération ne reste pas le seul moyen pour que les États puissent survivre. Ils ont développé une intelligence, de la violence. En dehors de la coopération, pour que l'État puisse survivre, les savants, la pratique politique dans cet espace a instauré à côté de la coopération, au cas où les intérêts ne sont pas tellement bien définis et que surtout qu'on est en présence des États disproportionnellement différents, la donne ne reste pas la coopération, il y a la violence qui intervient. Pourquoi? Lorsqu'on parle de la violence, vous faites allusion à la guerre. La guerre. Pourquoi la guerre? Vous devez vous définir d'abord. La RDC, telle que nous sommes là, nous sommes quelle catégorie de pays? Sommes-nous un pays faible, un pays puissant ou un pays intermédiaire, c'est-à-dire émergent? Parce que nous risquons de rester dans des notions superficielles quand on vous dit que la charte de l'ONU dit tous les États sont égaux. Vous ne répondez pas aux questions, Vokas Koukelemena. Allez dans rencontrer les questions. Il est dans la bonne logique. Je n'ai pas mais on tient compte du temps. Je comprends que c'est un problème de temps parce qu'il fallait commencer par là pour que nous puissions bien comprendre ce qui se passe en réalité. Parce que nous devons d'abord savoir pourquoi et pourquoi. Il vous a démontré, les Rwandais est toujours ici, avec des velléités de pouvoir faire... Alors, quels sont exactement les objectifs du Rwanda? Parce qu'on sait depuis toujours que c'est la balkanisation, le plan de balkanisation qui plane sur la RDC. Mais les autorités de Kinshasa disent aujourd'hui autre chose. Vous avez posé une bonne question. Je sais que tu as une orientation politique pour la communication, mais il souffrait que je puisse amener la donne historique et rationnelle du débat. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la question que vous posez, que recherche Rwanda sur notre sol? C'est sa survie. Il se considère comme un être vivant. Donc sa survie dépend de l'extension d'autres pays. Maître journaliste. Par exemple, je vais vous donner un exemple banal. Vous connaissez les lions. Les lions, c'est un animal créé par Dieu naturellement, un carnivore. Prédateur. Vous connaissez l'antilope. L'antilope, c'est un animal créé par l'Éternel qui, pour lui, c'est un herbivore. Pour que l'antilope puisse survivre, il doit se contenter à manger l'herbe que l'Éternel a créé. Une créature aussi. La biocénose. Mais pour que le lion puisse survivre, il a une recommandation. Il doit consommer la viande. Dans ce cas, qui est l'antilope, qui est le lion. Dans sa présence, quand il voit l'antilope, il ne pense pas être méchant, tel que nous le regardons. Nous croyons que le lion est méchant quand nous le voyons consommer la viande de l'antilope. Mais quand l'antilope consomme l'herbe, ça ne nous fait aucun mal. Or et pourtant, et l'antilope qui broute l'herbe est dans la démarche de la survie. Le lion aussi qui est en train de consommer l'antilope, il est dans la démarche de la survie. Donc la survie du Rwanda dépend de l'extinction du Grand Congo. Est-ce que devons-nous condamner un lion qui est en train de consommer un antilope? Devons-nous condamner? Est-ce que vous voulez en venir? C'est pour dire quoi? L'antilope doit s'identifier que dans l'espace où lui demeure, l'écosystème, est-ce qu'il y a-t-il de ces puissants-là qui vont les faire disparaître en cherchant leur survie? Est-ce que dois-je me comporter d'une manière différente à échapper leur trajectoire, à ne pas être dans leur collimateur
pour que je puisse y survivre? Est-ce que dois-je baigner dans le même espace avec ces gens-là qui sont féroces, qui peuvent m'éliminer? Merci. Et si vous répondez à toutes ces questions, nous allons directement à comprendre que doit faire la République démocratique. Nous devons nous définir d'abord quel type d'État sommes-nous, quelle catégorie. Nous sommes un État puissant, je ne sais pas si tu peux me répondre. Nous sommes un État faible, tu peux me répondre. Si nous sommes un État émergent, tu peux me dire. Mais si nous sommes un État faible, dans les relations internationales, dans les rapports, les faibles subissent toujours. Ne mettez pas dans la tête ce que vous vous dites, la charte dit et tous les États sont égaux. Mais dans la pratique, vous les sentez vous-même. Partout, l'histoire enseigne que les États ne sont pas égaux. Merci beaucoup. Dans la pratique, les États ne sont pas égaux. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi je vous ai dit on est arrivé à la fin. C'est qu'on appelle la coopération résumez-vous et déjà. la violence. Pour dire vrai, nous alimentons les débats avec des arguments qui ne permettent pas que nous puissions vraiment faire un bon diagnostic et donner des vraies réponses à nos problèmes. Nous sommes dans des débats, mais des débats parfois inutiles. Si moi, on me donnait la possibilité de réfléchir et de produire des réflexions pour résoudre cette question, on le fera. Mais pas devant la télé ici, lors d'une émission. Déjà, vous souffrez du temps, mais moi, j'ai mon énergie pour parler, pour expliquer. Je peux expliquer pourquoi nous sommes là et comment nous pouvons nous en sortir. Je peux expliquer. Merci beaucoup. On aura tout le temps de revenir sur ça. Je souffre moi-même parce que souffrez... l'essentiel de ce que moi, je voulais dire, je n'ai rien dit. Je vous reviens dans une minute, vous allez résumer. Prince Kinana, vous allez vous résumer, ce sera votre mot de la fin. La guerre, oui, et ce n'est pas sur notre territoire, et on a subi. Et, depuis l'entrée de l'armée rwandaise à Goma, beaucoup de pertes en vies humaines, plus de 3000 selon le tout récent rapport. 5000 déjà. Plus de 5000, selon le rapport du ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Qu'est-ce que l'on fait maintenant? Est-ce que nous sommes en train de rassurer où le pouvoir rassure par rapport à cette question? Pendant une minute, s'il vous plaît, vous allez résumer. Ce qu'a voulu vous dire mon co-débatteur, c'est que nous souffrons d'un problème organisationnel. Nous souffrons du tâtonnement. Nous ne savons pas ce que nous sommes, ce que nous devons faire, comment le faire et pour quel résultat escompter. Mais ça date de quand? Ça date depuis l'indépendance. L'erreur commise par la Belgique était de remettre ces scandales géologiques. Parce que le Congo est une injustice divine. Et ceux-là que vous appelez communauté internationale le savent. Sarkozy vous l'a dit un jour en disant que le Congo devrait quand même accepter de partager ses richesses avec ses voisins si il veut, Congo, la RDC, si elle veut vivre en paix. Mais on a donné ces scandales géologiques à des non-initiés qui devaient tâtonner sur le plan d'administration, sur le plan de sécurité et sur le plan politique. Que proposez-vous? Maintenant là, mais aucune guerre au monde ne se résout par la paix. C'est faux. Toutes les guerres du monde se sont résolues par la guerre. On le dit même à la terre. Si vous pas qu'un parabellum. Voilà, si vous pas qu'un parabellum. Qui veut la paix prépare la guerre. Vous devez préparer la guerre. À toute action doit correspondre une réaction égale et opposée. Mais toute guerre finit toujours par les dialogues, par négociation. Maintenant, mais il faut d'abord faire la guerre. Il faut d'abord faire la guerre parce avoir un que rapport de force internationale, il est strictement, formellement interdit. C'est là où moi je soutiens la position de Félix Tshisekedi. Il est formellement interdit de pouvoir dialoguer en position de faiblesse. Parce que qui dit dialogue voit concession. Ne pas dialoguer en position de faiblesse. Pendant ce temps, des villes tombent et on n'organise pas l'armée en pleine guerre. Qu'est-ce que l'on fait maintenant, le gouvernement propose un dialogue à un mouvement insurrectionnel ou à une rébellion lorsque... Mais les dialogues qu'on nous propose ne datent pas d'aujourd'hui. C'est depuis cette rébellion. Bien avant Bunagana. Mais toute rébellion ne peut accepter le dialogue que lorsqu'elle se voit être incapable d'avancer. Les schémas du dialogue, si en face, les schémas du dialogue ont été proposés
dès la prise de Bunagana. Mais pourquoi on n'a pas accepté dans chaque dialogue, les les parties vies prenantes vous amènent des cahiers de charges. Quelles sont les parties prenantes ici? Vous avez d'une part le pantin du M23, vous avez le metteur en scène Kagame, et maintenant il y a une donne interne qui arrive, celui de Nanga, et on parlerait de l'ancien président Joseph Kabila. Maintenant, que veulent-ils eux trois? Que vont-ils amener comme cahier des charges? Kagame vous dit, redonnez-moi les 40% de commandement de poste au niveau du Grand Kivu. Déclarer cette zone une zone sinistrée. Il allonge même jusqu'au niveau des Tanganyika, les gars Katanga, parce qu'il veut se créer un corridor. C'est son cahier des charges. Mais c'est ce qu'il a Vous l'avez lu? C'est ça qu'il a toujours voulu. Vous l'avez lu où? Ah bon? Les services risquaient le Rwanda de nous vous a toujours interpeller. fait une guerre économique. Il vous amène des prétextes identitaires. Ça, c'est ce qu'on imagine. Ce n'est pas ce qu'on Mais imagine. on n'arrive pas à dire la vérité aux Congolais. C'est ce que l'on voit. Le Rwanda vous a réclamé 40% de quoi? Non, apparemment pour vous, c'est un fait nouveau. Ça a commencé avec l'AFDEL. Il y a eu les RCD, Inaki, les CNDP, et puis il y a eu M23. Aujourd'hui, il y a M23 bis avec AFC. C'est le même caméléon qui change de couleur, qui vient toujours négocier avec les Congo. Il vous gagne dans des négociations, et puis il va encore recréer une autre rébellion. Je vous pose la question, on va terminer par là. Je pose la question. Mis en place. Quand Bunagana est parti, passé sous contrôle du M23, qu'est-ce que l'État congolais, le gouvernement congolais précisément, a fait pour éviter que lors de la table de négociation, que l'on ne discute pas en position de faiblesse? C'est pour cela que les États disposent des armées. Pour que à chaque invasion, à chaque menace extérieure, à chaque agression, que vous puissiez riposter. Aujourd'hui, nous devons nous dire certaines choses en face. Oui, nous soutenons cette armée. Mais elle est classée 8e sur Google, mais sur le terrain. Ça, c'est sur papier. Ça, c'est sur papier. Maintenant, sur le terrain. Kinshasa était conscient de la faiblesse de son armée. Une armée qui est multinationale, parce qu'il y a eu infiltration, concluez il y a eu déjà. brassage, Concluez, il y a eu Prince mixage. Kinana. Alors, là maintenant, si c'est qu'a dit la ministre d'État, il y a un danger. Lequel? L'UDPS est un parti non violent depuis sa naissance. Ils n'ont jamais accédé au pouvoir par la voie des armes. Nous avions tous un pacte républicain et démocratique. Mais nous savons qu'ils étaient dans tous les Nous calculs. avions tous accepté. Nous nous sommes dit que personne ne prendra le pouvoir par la voie des armes. Mais s'il y a de ceux-là qui veulent venir chasser l'UDPS, qui a un mandat du peuple, l'UDPS pourrait relâcher ses pouvoirs. Mais du fait que l'UDPS a géré et qu'ils ont déjà eu l'argent, l'UDPS fera aussi la rébellion pour venir encore répandre ces pouvoirs qu'on les a pris par les armes. Ça serait un chaos total. C'est-à-dire que nous devons éviter cela si nous aimons tous ces grands Congos. Maintenant, ça c'est sur le plan interne. On n'a plus assez de temps. J'ai fini que on n'a plus assez de temps, presque 30 secondes. Non, vous allez... Maintenant, là, l'État doit nécessairement changer la chaîne de commandement dans l'armée. Nous devons riposter. Et de la plus belle manière. Que l'armée ne devienne plus politique, ils nous pondent de communiquer, nous sommes des replis stratégiques en replis stratégiques. Riposter. Les villes tombent, comment les localités riposter? tombent, sans crépitement des balles. Comment riposter? Inacceptable. Comment riposter? Quand on est même incapable de se défendre. Mais écoutez, on nous a dit ici que le président Bill Tshisekedi est le seul que le Congo ait connu qui a misé beaucoup d'argent dans l'armée. Mais à quoi a servi toute cette programmation militaire? Ma question, nous ne sommes plus sous régime de notification. On n'a plus assez de temps. Comment riposter? Mais il faut faire la guerre. La caméra clignote déjà. Nous devons nous défendre. Vous allez conclure dans 30 secondes. Qu'est-ce que proposez-vous? Qu'est-ce que vous préconisez comme solution pour sortir de cette impasse? Vous savez, les recettes qu'on nous présente ici, dialogue, de quel dialogue dont il s'agit? Et nous sommes en présence de quelle situation? Vous voulez un dialogue politique, non? Sur format de réunir les opposants et puis une table ronde, vous partagez les pouvoirs pour qu'il y ait la paix, et c'est ce que vous appelez la cohésion nationale.
Mais Ce en sera un présence- dialogue à deux niveaux, Mais à en l'international et à l'interne. Non. En présence. Parce est-ce qu'on a que- vu la délégation de Kinshasa à Nairobi et même la CENCO et les CC rencontrer le leader politique et certains chefs d'État. Le cas Mais du entre-temps, président Paul Kagame et entre-temps, son homologue du Kenya. entre-temps, la crise, elle est politique ou bien sécuritaire? Parce que là où il y a la crise sécuritaire, vous ne pouvez pas prétendre que l'arrangement politique va résoudre la crise sécuritaire. Que ce soit la crise politique ou sécuritaire, c'est la conséquence de la gouvernance. C'est pourquoi j'ai dit, à l'instant où il sévit la guerre, l'agression, et que la crise sécuritaire prend la prédominance, peut déstabiliser même les institutions de la République, il faut maintenant émettre les intelligences pour pallier à la question sécuritaire et non politique. Parce que la politique ne dépend maintenant que de la réalité sécuritaire. D'où, à la place d'un dialogue politique, proposer, et je vous propose, parce que vous m'aviez demandé, qu'est-ce que je propose? Je vous propose alors les dialogues sécuritaires. Les quads, c'est quoi? Avec en fait? qui? Voilà. Et ce sera quoi Aujourd'hui, le sujet de la discussion? Bonne question. La première des questions, nous avons des agents qui opèrent dans les domaines sécuritaires au Congo. Vrai ou faux, ils existent. Nous allons leur poser la question. Pourquoi ne combattez-vous pas? Pourquoi notre armée, sur papier 8e, sur terrain, vous êtes dans les néants? Est-ce que cette question-là, il faut poser ça à Martin Fayoulou? Est-ce que cette question-là, c'est Mata Tampono qui va répondre? Non. Ce sont des militaires qui sont dans les commandements et qui sont les militaires sur terrain. C'est la DGM, c'est les services d'intelligence, c'est tous ceux qui opèrent dans les secteurs de la sécurité qui doivent être à la table. Une commission du Parlement chargée des commissions sécuritaires, la justice doit être là, les politiques vont faire bloc pour que l'on écoute les opérateurs sécuritaires. Merci. Ce sont eux qui doivent poser les problèmes. Merci pour beaucoup. dire que si nous ne parvenons pas à combattre, c'est parce que nous ne sommes pas un État puissant. Pour que nous puissions combattre, aidez-nous. Écoutez, pardon, je vais atterrir par là. Mon frère a dit une chose que je trouve que tout simplement c'est une conséquence qui démontre réellement qu'il n'y a pas un État ou un État, pour moi, c'est la puissance. Un État, c'est la puissance. Kagame, mon frère, Kagame a des opposants. Ne soyez, Mais ne parce soyez que plus dans les détails. On est là à la fin. il est en train On de est arrivé à la démontrer fin. un élément. Il dit ceci. Aujourd'hui, ils dépêchent, une fois chassés, ils ont amassé l'argent, ils vont aller s'organiser pour revenir afin de chasser ceux qui vont serait mener un cycle s'installer. Mais infernal. effectivement, non, moi je trouve que tout simplement parce que nous avons cette philosophie de laisser l'État être un État toujours faible. Parce que si on construisait, je dis par magie, que si ce qui arrivait parvenait à construire un État fort, il n'y a aucun fistré qui viendra pénétrer. Merci Parce qu'aux États-Unis, il y a des fistrés. En Hollande, il y a des Merci fistrés. beaucoup, M. Focas. Mais ils ne Nous sommes parviennent arrivés pas à la à renverser fin. les Allez, institutions c'est parce la fin que les de institutions se l'émission. sont organisées Merci pour construire. de nous avoir suivis. Merci Voilà. d'être venu. Merci, Prince monsieur Gédéon. Kinana. Je parle à Dieu. Merci à vous, Focas. On sent que vous avez beaucoup de choses à dire sur le sujet. Ça ne manque jamais, On il est vous reprendra politologue. peut-être Voilà. dans 2 ou 3 jours. On a fait près de 1h30. C'est beaucoup quand même. À consommer l'émission avec modération. Vous retrouvez avec peut-être le même casting pour un autre débat sur votre chaîne.